Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, anecdotique, il y a 10 ans, l'expression transfuge de classe s'est imposée dans notre langue, notamment via la littérature. Qu'est-ce que cela dit de notre société en général, de l'école en particulier? On va poser la question à Laëlia Véron. Elle est co-autrice du passionnant Trahir et Venger aux éditions La Découverte et elle est l'invitée du Grand Oral. L'Anti-Sèche de Brandon Warrett. L'Anti-Sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. L'actu, c'est la crise en Nouvelle-Calédonie. Son histoire est inscrite dans les programmes aussi bien au collège qu'au lycée. Nous allons réviser cela avec Brandon. L'heure de la récré, toujours avec lui. Découverte insolite, la France a le palais idéal du facteur cheval. Et bien les Pays-Bas ont désormais le château de Jerry Alman. Rendez-vous enfin, comme chaque semaine en fin d'émission avec Célie Luton. On poussera les portes de sa librairie pour des conseils de lecture pour les enfants et les ados. Ambiance pré-olympique aujourd'hui quand les JO allument la flamme du plaisir de lire. La quotidienne de School TV, c'est maintenant. C'est parti, Grand Oral. Les transfuges de classe, on dit aussi les transclasses, ils sont l'exception aux pannes de l'ascenseur social, pannes souvent imputées à l'école. On va s'y intéresser aujourd'hui à travers les récits qu'ils produisent, récits essentiellement littéraires. Ils sont au cœur du passionnant ouvrage que publie aux éditions La Découverte sous le titre Trahir et Venger. Karine Abivin et Laëlia Véron. Laëlia, que nous avons grand plaisir à accueillir, un petit peu à distance, mais accueillir dans l'émission. Laëlia, bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Vous êtes agrégée de lettres modernes et maîtresse de conférences en stylistique et langue française à l'université d'Orléans. Je voudrais commencer par là. En quoi les récits de transfuges de classe vous intéressent, vous, en tant que linguiste ? Parce que ce sont des exemples de circulation du discours. Vous l'avez dit, ce sont des récits littéraires. On connaît souvent les récits littéraires. Mais ce qu'on a pu observer avec ma collègue, c'est que ces récits, s'ils ont une telle influence, c'est parce que justement, ils vont dépasser le domaine littéraire. On va le retrouver dans les médias. C'est devenu un récit médiatique, un récit proposé par les médias. On va le retrouver dans d'autres sphères de discours, par exemple dans des essais politiques, mais aussi dans des stand-up, par exemple, sur les réseaux sociaux. Finalement, c'est un discours qui, au départ, part de la sociologie, donc d'un domaine scientifique quand même précis, est allé dans la littérature d'avant-garde, une littérature d'avant-garde qui s'est popularisée, qui a été légitimée par le Nobel d'Ernaud, et finalement qui irrigue des sphères de discours différentes. Donc c'est quand même assez rare, hein, un récit qui part d'un concept scientifique précis et puis qui finalement va, vous voyez, se déployer dans ces sphères de discours. Donc premier intérêt. Et deuxième intérêt, c'est que ce sont des discours qui ont des paradoxes. C'est le sous-titre de notre livre, notamment des paradoxes entre des fois ce qu'ils disent, leur métadiscours, et les représentations qu'ils proposent. Et nous, dans une optique d'analyse du discours, on a voulu étudier ça, ces tensions, ces paradoxes et ces circulations. Paradoxe des récits transfuges de classe, c'est effectivement sur la 4e de couverture et c'est le sous-titre. Un point de langue justement, ce mot de transfuge, pendant longtemps, et ça renvoie d'ailleurs à son étymologie, c'est un mot qui porte l'idée de traîtrise. C'est ça, tout à fait. L'étymologie, un transfugere, c'est celui qui va fuir, qui va passer d'un camp à un autre, au départ du camp de l'armée à un autre. C'est un déserteur. Et c'est pour ça qu'il est associé à cette notion de trahison. Des personnes comme la philosophe Chantal Jacquet ont proposé le terme de transclasse pour enlever cette connotation. Mais on voit bien qu'elle reste, qu'elle est débattue par les récits de transfuges qui vont essayer de dépasser le sentiment de trahison. La première honte pour aller des fois vers une vengeance, c'est le titre de notre ouvrage, Trahir et Venger. Mais on a aussi voulu essayer d'aller plus loin, se demander si finalement ce ne serait pas ni trahir ni venger. C'est un discours qui est porté par les récits de transfuges, mais qui doit peut-être aussi être questionné. On va en reparler de la honte, parce qu'il y a la honte et puis il y a la honte de la honte dont vous parlez aussi. Est-ce qu'il y a une langue des transfuges? Vous évoquez notamment l'écriture blanche d'Albert Camus, l'écriture plate et revendiquée comme telle d'Annie Ernaux. Est-ce qu'il y a des points communs dans tout ce corpus? Oui, c'est intéressant de voir que ce corpus qui est très hétérogène dans des domaines de discours différents a des points communs, des invariants au point de constituer quasiment un nouveau genre, aussi bien d'un point de vue narratif, thématique que stylistique. On tend vers une langue assez épurée, celle d'Albert Camus, dans certains récits un peu précurseurs des transfuges, la langue plate qui se présente comme une langue simple d'Annie Ernaux, une langue qui ne serait ni la langue du milieu d'origine, c'est-à-dire la langue populaire, la langue dominée dans la hiérarchie sociale, ni la langue du milieu d'arrivée, la langue exaltée par le milieu scolaire, la langue, on va dire, de la bourgeoisie intellectuelle dominante. Le transfuge, c'est celui qui est entre ces deux mondes-là et qui essaye de forger une langue, justement, entre ces deux milieux-là. Ni la langue dominée, ni la langue dominante. Est-ce qu'il y arrive? Ça, c'est une autre question. Mais il y a cette tension commune dans ces récits de transfuge.
Il y a plein d'auteurs dans ce corpus, Didier Ribon, Édouard Louis, Rosemary Lagrave, il y a évidemment Nicolas Mathieu, mais domine quand même dans les exemples que vous donnez quelques figures, dont celle d'Annie Ernaux, la voix des transfuges de classe, écrivez-vous. Oui, en tout cas, c'est celle qui est reconnue comme telle et encore un paradoxe parce qu'elle s'est toujours définie comme marginale, elle a toujours dit qu'elle ne voulait pas faire école et en même temps, elle est maintenant légitime, reconnue et revendiquée comme chef de file, comme inspiration. Encore un paradoxe des transfuges, hein. Par définition, le transfuge, normalement, c'est l'exception sociale, mais aussi normalement l'exception littéraire. Souvent, Annie Ernaux va dire qu'elle rejette l'idée de littérature, Édouard Louis aussi, et en même temps, ils sont de plus en plus canonisés au point de forger quasiment une langue commune. Mais si je peux juste dire une chose, vous voyez par exemple Nicolas Mathieu, c'est un exemple très intéressant parce qu'il a une tension par exemple par rapport à ça. Il n'a pas encore fait de récit transfuge proprement dit dans ses romans, mais par contre il le fait sur Instagram. On a des quasi-récits à la Ernaux avec la photo du père, Histoire de mon père, la première personne, Trahir et venger, la honte. Donc vous voyez, des fois c'est pas dans le domaine de discours auquel on pourrait s'attendre. Lui, c'est sur les réseaux sociaux. Peut-être qu'il va étendre dans le roman, mais pas encore. Et puis il y a plein de paradoxes. Dans Tigre de Neige Sino dit quoi? Annie Ernaux, une transfuge de classe. Enfin, ses parents étaient épiciers. De là où je vivais, c'était quasiment les bourgeois du coin. On se retrouve dans quelques minutes. Là, Elia Véron, on va continuer à parler des transfuges de classe, de leur place dans la littérature, de leur langue, mais pour l'heure, l'anti-sèche, Brandon Warrett. Brandon, bonjour. Bonjour Emmanuel. Anti-sèche aujourd'hui qui nous emmène en Nouvelle-Calédonie, territoire en proie à de violentes émeutes ces derniers jours. Grande crise sur fond de combat indépendantiste et vous avez décidé de revenir sur l'histoire de l'archipel. J'ai regardé d'ailleurs, c'est au programme aussi bien au collège qu'au lycée. Plus au lycée qu'au collège d'ailleurs, en histoire, en géopolitique parfois. Exactement, oui. Donc revenir sur son histoire, c'est effectivement très très important. Donc nous sommes dans le Pacifique Sud, à environ 20 000 km de la métropole, 1500 km à l'est de l'Australie, 1700 km au nord de la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Calédonie, c'est grand comme 2 fois la Corse. Les premiers habitants de cette Nouvelle-Calédonie sont les Austronésiens. Il y a environ 3000 ans. C'est une grande famille de langues qui s'étend de Taïwan en passant par Madagascar et la Nouvelle-Zélande. Date très importante pour cet archipel, 1774. On a l'explorateur britannique James Cook qui découvre pour la première fois donc cet archipel. Il nomme cet archipel la Nouvelle-Calédonie. La Calédonie, c'est pas l'Écosse? Exactement, c'est ça. C'est la Calédonie, c'est l'ancien nom de l'Écosse. Parce que la côte effectivement ressemble à donc l'Écosse actuelle. Donc à la fin du XVIIIe siècle, le contact entre les habitants de l'île et les Européens, ça reste très sporadique. Il faut attendre le début du XIXe siècle pour y voir une population étrangère s'installer. Et dès le départ, il faut savoir que la Nouvelle-Calédonie est perçue comme pour la France comme une terre de peuplement. Une terre de peuplement, la France hisse son drapeau pour la première fois en 1853 avec un double objectif, assurer à la France une présence sur cette zone géographique pour des intérêts militaires et commerciaux, et en même temps, l'objectif est surtout d'avoir une terre la plus lointaine de la métropole. Pourquoi? Pour y expulser les individus les plus dangereux, pour y faire un bagne. Terre de peuplement, alors voilà, c'est ça qui est très important, c'est parce qu'à cette époque, on est à France de Napoléon III, il y a des missionnaires catholiques qui viennent évangéliser les autochtones, les premiers colons français, c'est surtout des bagnards qu'on déplace de Guyane, puis quelques colons libres qu'on incite à cultiver la terre, c'est ça? Exactement, et le premier bagne ouvre en 1864, avant de voir rapidement d'autres implantations de centres pénitentiaires, ruraux, qui sont tous affectés, les bagnards, donc à l'activité agricole, toute une population européenne, occidentale, qu'on appelle les Caldoches, face aux Kanaks, donc ceux qui sont là depuis plus de 3000 ans. On crée des réserves aussi indigènes, comme ça c'est jamais fait dans l'Empire français, qui rappelle les réserves américaines. Les Kanaks sont repoussés sans cesse par les colonies occidentales, à tel point qu'ils finissent parqués sur seulement 8% du territoire. Durant la Seconde Guerre mondiale, la Nouvelle-Calédonie joue un rôle extrêmement important. Dans cette zone géographique, elle sert de base alliée donc, contre le Japon. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'archipel donc devient un territoire d'outre-mer. Les Kanaks deviennent des citoyens et ils ont le droit de vote. Date importante également pour cet archipel, 1972, avec le Premier ministre Pierre Messmer, qui en appelle même à relancer la colonisation. Avec le boom du nickel, on voit arriver 35 000 nouveaux habitants de l'Occident en Nouvelle-Calédonie. Et pour la première fois, en Nouvelle-Calédonie, les Kanaks deviennent minoritaires chez eux. Ils étaient 50%, ils ne sont plus que 40%. C'est la raison pour laquelle on voit la fondation du FLNKS, un mouvement indépendantiste, et rapidement on a ce dialogue qui se crispe avec les autorités françaises.
le point culminant, l'année 88, j'imagine. 1988, effectivement, la prise d'otage donc dans cette grotte de Nouvéa, une opération qui se solde par la mort de 12 indépendantistes et 2 gendarmes de l'Occident, de l'Europe, des Français, donc pour libérer ces otages. Les adversaires sont poussés au dialogue. On a les accords de Matignon en 1988, les accords de Nouméa en 1998, 30 ans d'apaisement, de calme avant les tensions. Après le drame d'Ouvéa, effectivement, dont on reparle désormais avec la crise actuelle. Merci beaucoup. On se retrouve pour la récré ? Oui. Grand oral, Laëlia Véron. Les récits des transfuges de classe sont des traits communs qu'analyse le livre de Karina Bivin et Laëlia Véron, notamment une narration à la première personne, la représentation d'affect, la mise en scène de clivage entre différents mondes, l'ambivalence entre langue du milieu d'origine et langue bourgeoise. On pourrait, Laëlia Véron, ajouter que l'école occupe une place centrale dans les récits parce qu'elle est à la fois l'école, ce qui autorise et ce qui empêche. Tout à fait, exactement. C'est un lieu un peu ambivalent parce que c'est souvent pour le ou la transfuge dans son récit la première découverte d'un nouveau monde et donc la possibilité d'une émancipation, d'une ouverture et en même temps un lieu qu'on peut appeler, en tout cas après Bourdieu, de violence symbolique. Avec beaucoup de confusion, peut-être beaucoup de malentendus autour de la promesse d'émancipation de l'école républicaine. On pourrait ajouter, vous dites, les paradoxes des récits des transfuges de classe, les paradoxes de l'école républicaine et de la méritocratie aussi. Oui, alors là, c'est vraiment un gros morceau de notre livre, effectivement, parce que l'école est un passage obligé des récits de transfuges, mais souvent ces récits vont se diviser, on pourrait dire, entre les pro-Bourdieu et les anti-Bourdieu. Pour résumer rapidement, l'idée de méritocratie, c'est-à-dire de récompense par le mérite, a été remise en cause notamment par les travaux sociologiques de Bourdieu, qui, dans Les Héritiers, par exemple, a montré que ce qui ferait réussir à l'école, ce serait moins le mérite, les efforts, qu'un capital hérité notamment de la famille, un capital culturel qui permettrait de réussir. Et l'école serait malheureusement moins un lieu d'ascenseur social que de reproduction sociale. Face à ça, 2 possibilités pour les récits transfuges. Certains vont se dire très méritocratiques, assumer d'être contre Bourdieu et que l'école pourrait être ce lieu de récompense du mérite. C'est par exemple aussi bien Azouz Begag qu'Aurélie Valogne. Soit certains vont se dire très anti-méritocratiques. Par exemple, Édouard Louis, Annie Ernaux. Mais là, ils vont se retrouver face à un paradoxe, c'est-à-dire de dire l'école, je ne crois pas à la méritocratie, mais en même temps, je suis un exemple de méritocratie, mais en même temps, il ne faut pas croire que je suis révélateur, il ne faut pas oublier les autres. Il y a des bouquins un peu intermédiaires, non ? Je pense à Delahaye avec son idée d'exception consolante. Parce que lui dit, à travers l'exception consolante, il dit à la fois, finalement, l'école, effectivement, a fait son effet, mais n'allez pas en tirer des conclusions hâtives. C'est toujours, n'allez pas tirer des conclusions hâtives de mon cas. Mais en même temps, est-ce qu'on peut choisir de représenter une exception sans que le lecteur ou la lectrice ne tire des conclusions de cette exception ? C'est toute l'ambiguïté de ces récits qui mettent la focale sur leur parcours tout en disant que ce n'est pas leur parcours qu'il faut prendre en compte. Et là, il y a justement un décalage intéressant que nous étudions entre le métadiscours, entre ce que disent ces récits d'un point de vue politique, social, et les représentations qu'ils cherchent à faire. Parce que ce qu'on a vu, c'est que ces récits ne sont pas du tout d'accord entre eux sur la question de la méritocratie, mais pourtant on a la représentation des mêmes scènes, par exemple du prof sauveur, de la mobilité sociale par l'école. Annie Ernaux et Édouard Louis vont dire qu'ils sont anti-méritocratie, mais ils proposent bien un récit d'émancipation par l'école et pas par autre chose, par d'autres structures sociales, par le sport par exemple, par des institutions politiques, par des institutions de solidarité collective. Donc vous voyez, c'est cette ambiguïté des récits et ces choix de représentation qu'on essaye d'analyser. Avec quand même dans les profs qui ont marqué l'histoire, y compris l'histoire de la littérature, il y a la lettre d'Albert Camus à Louis Germain, à son institut, qui est une lettre assez bouleversante d'ailleurs. Si un mot devait résumer l'expérience commune des transfuges, et vous l'avez prononcé dans la première partie de notre émission, c'est le mot de honte, et auquel vous ajoutez la honte d'avoir honte. Alors, c'est eux qui l'ajoutent. La honte d'avoir honte, ça devient un invariant du vocabulaire des récits de transfuges. Qu'est-ce que ça veut dire, cette formule ? La première honte, c'est la honte sociale, la honte de venir d'un milieu populaire. Et la deuxième honte, ce serait une honte plus politique qui permet de dépasser cette honte sociale, d'aller donc de trahir, première honte, honte sociale, à venger, honte politique. Mais ce qu'on interroge aussi, c'est est-ce que vraiment ce sont des récits de trahison et de vengeance ? Est-ce que ce ne serait pas ni trahir ni venger ? Parce que ces récits vont se dire très politiques, très radicaux, passer de la honte sociale à la honte politique, à la vengeance. Mais en réalité, ce sont très souvent des récits de réconciliation qui se terminent bien. Ça se voit dans le dernier Édouard Louis qui vraiment reprend le principe du conte de fées. Finalement, les rêves d'enfants sont réalisés. Finalement, tout ne se termine pas si mal.
ni trahir, ni venger. Le dernier, le dernier que vous citez ou le dernier paru, celui sur sa mère? Le dernier paru, celui sur sa mère. Sur sa mère. Sur la vengeance, et c'est ma dernière question avant la récré, on pense immédiatement au Venger ma race d'Annie Ernaux, alors qui est à la fois un programme qu'elle se fixe quand elle est toute jeune, et puis elle le reprend dans son discours au moment où elle a le prix Nobel. Et vous dites qu'il y a beaucoup d'ambiguïté sur ce mot de race. Alors, bon, elle l'entend clairement comme venger ma classe là-dedans. Hein. Elle reprend Rimbaud, je suis de race inférieure de toute éternité. Mais pour elle, c'est venger ma classe. Là où elle l'a repris avec un peu de distance et d'autocritique, parce que ces récits ont conscience aussi de ces paradoxes et de leurs limites, c'est en disant, mais j'étais au fait assez orgueilleuse et assez naïve quand j'ai dit cette phrase-là. Cette phrase-là, elle est reprise partout comme un programme. Mais Annie Ernaux elle-même a dit, j'étais naïve de croire qu'une victoire individuelle pouvait effacer des siècles de domination. Et c'est l'ambiguïté aussi de tous ces mots d'ordre, vous savez, l'intime est politique, la littérature est politique. Peut-être qu'on en a envie, mais en réalité, jusqu'à quel point? Laëlia Véron, autrice avec Karine Abivin de Trahir et Venger, c'est à la découverte dans la collection des Cahiers libres, sous-titre Paradoxe au pluriel, des récits de transfuges de classe. Je me permets de faire un clin d'œil amical à Adrien Nazelli, un livre que vous citez à plusieurs reprises d'ailleurs vous-même et tes parents, ils font quoi, qui était sorti chez Lattès en 2021 et qui a aussi fait beaucoup pour l'émergence dans le débat public de cette notion de transfuge de classe et ou de transclasse. On se retrouve juste après la récré. Et nous allons aux Pays-Bas. Ah ben oui. Et bien parce que nous avons le palais idéal du facteur cheval dans la Drôme. Et eux, ils ont le château merveilleux de Jerry Hellman. Jerry Hellman, ça fait très série américaine. Ouais, Jerry Hellman. Jerry Hellman. Ouais, alors il a 76 ans, il est tout juste retraité depuis quelques mois. Et ce monsieur, alors on l'appelle plutôt le seigneur Grégorius. Oui, j'ai vu ça. C'est son petit nom. Et donc lui, il a construit un château au fond du jardin. Et oui, dans son propre jardin. Alors ça paraît fou, mais nous sommes dans un petit village entre Amsterdam et Rotterdam, le village de Blesdijk. Donc vous allez me dire, bon, un château de sable, un château de cartes. Non, c'est un château comme dans vos rêves les plus fous, comme dans vos rêves des plus grands films. Un château assez incroyable quand même. Il a fait ça tout seul. Il fait 26 mètres de haut et c'est 34 ans de travail. Il a commencé ça en 1990. Il dit un jour à sa femme, je vais me faire construire un château dans le jardin. Il n'y avait pas de place. Donc il a racheté une propriété à côté et il a commencé sa construction. Il travaillait. Et il a commencé à avoir un peu d'argent. Il est architecte, il est quoi? Non, il tenait une petite boutique de vêtements dans la ville d'à côté. Et il a financé, il ne partait pas en vacances. Et tout son argent personnel partait donc dans ce château, donc tout seul, pas d'aide. Tout simplement avec son propre argent. On l'a vu sur les photos, c'est dur de le ranger dans une catégorie particulière. Oui, c'est vrai qu'il y a tous les styles, toutes les époques. Ouais. Et pour meubler justement ce château, il a fait le tour du monde, aux 4 coins du monde. Et par contre, à l'intérieur, ce sont que des pièces extrêmement rares. On a un morceau du wagon-restaurant de l'Orient Express. On a des couteaux extrêmement rares d'Indonésie. Et ça vient des 4 pays de l'Égypte antique, de Chine. Alors, combien ça a coûté? Ça, on ne sait pas. Comment ça, on ne sait pas? Alors, il ne sait pas. Parce qu'en fait, c'est 34 ans, c'est son argent personnel. Les spécialistes parlent de plusieurs centaines de milliers d'euros. Au départ, il avait beaucoup de mal. Donc, en fait, il a construit son château en plein de petits morceaux, un puzzle. Quand il a obtenu le droit de construire, ça a pris 10 ans. Et donc, il ne fallait pas que ça excède 28 mètres. Et au final, 26 mètres. Et j'ai une petite, quand même, bonne nouvelle. Vous pouvez visiter ce château. C'est ce que j'allais vous demander. Depuis 1 an. Génial. Et ben voilà, quand on est du côté de Blesdijk, au nord des Pays-Bas, on va voir ce château tout à fait. C'est la petite Sagrada Familia néerlandaise. On peut le voir comme ça aussi. Merci beaucoup, Brandon Grand Oral, Laëlia Véron. En 2017, on relevait 16 utilisations des expressions transclasse ou transfuge de classe dans la presse. Au seul premier semestre 2023, elles reviennent 307 fois. C'est ce que j'ai lu dans le passionnant Trahir et Venger qui vient de sortir à la découverte de Karine Abivin et Laëlia Véron. On parle toujours d'ascension sociale assez spectaculaire, en tout cas culturellement, moins souvent de l'ascension économique et moins souvent encore des petites ascensions. Or, elles existent, elles sont même nombreuses. Elles pourraient alimenter un contre-discours, d'ailleurs, au discours sur la panne de l'ascenseur social. Mais ça, c'est beaucoup moins raconté, Laëlia Véron. Oui, c'est aussi un des nombreux paradoxes de ces récits, c'est que ces récits vont nous présenter des ascensions sociales, mais pas n'importe lesquelles, des ascensions sociales spectaculaires et très souvent, en tout cas pour les récits littéraires, des ascensions sociales dans le milieu intellectuel. Alors que en sociologie, déjà ce qu'on peut dire, c'est qu'on a plutôt une tendance à l'immobilisme social et qu'en mobilité sociale c'est plutôt une mobilité sociale de moindre ampleur et des fois moins linéaire. Et c'est encore un paradoxe de ces récits qui sont irrigués de sociologie, qui se fondent sur un concept transfuge au départ sociologique, mais qui vont finalement s'éloigner, on va dire, des travaux plus empiriques de la sociologie. La mobilité sociale est bien plus complexe
que le schéma type de ces récits. Ni Karina Bivin ni vous-même ne parlez à la première personne dans le bouquin, mais votre parcours, vous l'avez raconté dans Le Monde il y a quelques années. Vous pourriez en faire un parcours de transfuge. Vous étiez boursière, vous veniez de la campagne, mais il y a un mais, et c'est peut-être pour ça que vous ne vous présentez pas, que vous ne vous donnez pas comme tel, vous aviez, c'est vous qui le dites, le bon capital culturel. C'est ça, au fond, le cœur quand même de ce qui coince. Oui, on a décidé de ne pas parler à la première personne parce que justement, si on appelle à prendre de la distance par rapport aux récits de transfuges, ce qui ne veut pas dire ne pas les aimer, hein, mais simplement avoir de la distance critique, c'était pas pour faire des récits nous-mêmes, c'était justement pour essayer de s'interroger sur la vogue aussi du récit de soi en général. Pourquoi est-ce qu'il nous plaise tellement? Pourquoi on a tellement envie de se raconter? C'est des questions qu'on aimerait bien diffuser. Effectivement, si vous me posez la question, moi je ne pense pas du tout que je suis une transfuge de classe parce que ma mère était prof et donc j'ai hérité complètement d'un capital culturel. Voilà, quand bien même vous étiez boursière, quand bien même vous veniez de la campagne. Mais la question que ça m'amenait derrière, c'était de se dire, est-ce que l'accès à la culture classique, est-ce que l'accès au bon usage de la langue, au fond, c'est pas tout ça que racontent les livres que vous citez? Et est-ce qu'il ne faut pas plus parler finalement de transfuge culturel ou de transclasse culturelle? Annie Ernaux le dit un peu d'une certaine manière. Oui, je me permets juste de rebondir sur la campagne. Il faut arrêter de croire que quand quelqu'un ne vient pas de Paris, il est des classes populaires. C'est fou, j'entends, mais il vient de Grenoble. Excusez-moi, enfin, quand même, c'est pas parce qu'on vient de Grenoble qu'on est des classes populaires. C'est à des moments, ça montre aussi notre cécité sociale. Et effectivement, alors certains récits de transfuge de classe. Vous aviez dit, je n'avais pas de capital économique, j'étais boursière et de la campagne. C'est pour ça. C'était une citation en fait. Non, mais c'est pas par rapport à vous que je dis ça. Hein. C'est plutôt par rapport aux réflexes en général, ou par exemple pour Raphaël Quenard, on entend il vient de Grenoble. Et cette interview-là, c'était sur la prépa. Mais bref, pour répondre à votre question, effectivement, ça c'est une vraie question en mobilité sociale sur quel capital on se fonde pour mesurer la mobilité sociale. Et peut-être que nous, on a des fois tendance à la cécité, mais aussi c'est des questions qui sont débattues en sociologie. Est-ce qu'on met plutôt l'accent sur le capital culturel, sur le capital économique? Quelqu'un comme Ernaux va plutôt mettre l'accent sur le capital culturel, effectivement. Mais c'est peut-être aussi parce que c'est une écrivaine et que cette question de la langue, de la culture, c'est ce qui va le plus importer pour elle. Quelqu'un comme Nicolas Mathieu, c'est pareil, il a dit lui-même qu'il n'a manqué jamais de rien économiquement, mais il va mettre l'accent sur le capital culturel. Alors que dans des discours plus communs, qui circulent plus sur les réseaux sociaux, qu'on peut voir par exemple dans des micro-trottoirs sur l'acceptation du terme transclasse ou transfuge, c'est plutôt le capital économique qui va être mis en avant. Tout ça, c'est des vrais débats, aussi bien dans les discours communs que dans la sociologie des mobilités sociales. Des transfuges, en revanche, qui ont encore un point commun, c'est d'être assez peu critiques de leur milieu d'arrivée. Vous citez notamment Balzac quand il fait des récits de transfuges, et c'est plutôt Lucien de Rubempré d'ailleurs que Rastignac, le transfuge, mais tout ça c'est un prétexte pour critiquer le milieu de l'édition, la bourgeoisie, etc. Là vous dites finalement, il y a une relative prudence sur le milieu d'arrivée. Oui, pourquoi pas? On peut beaucoup aimer son milieu d'arrivée, être très content d'y être arrivé, et dans ces cas-là, pourquoi le critiquer? Ce qu'on interroge, c'est encore une fois le paradoxe, la tension entre des récits qui se disent très révolutionnaires, qui disent remettre en cause les hiérarchies sociales, et qui certes vont rendre hommage à leur milieu d'origine, mais vont très peu critiquer leur milieu d'arrivée. C'est assez étrange de voir que, par exemple, Annie Ernaux, Édouard Louis parlent très très peu du milieu de l'édition, des prix, des résidences littéraires, alors qu'il y aurait sans doute beaucoup à dire. Dernière question, Laëlia Véron, avant d'entrer dans la librairie de Célie Luton. Vous relevez qu'il y a peu d'ironie, peu d'humour, et là on revient à la question de la langue, on revient à la question de la distance aussi, dans tous les livres que vous citez. Vous avez une explication à cela ? Alors, effectivement, hein, on a peu d'humour, peu d'ironie. C'est quelque chose qui a été très marqué, qui a été reproché à ces récits qu'on a taxés de dolorisme. On peut peut-être penser que ce sont des récits qui essaient de contrôler leur réception, qui nous disent, qui nous racontent un parcours, mais pourquoi ils le racontent et comment il faut le lire. Et ça ne va pas avec l'ironie. L'ironie, par définition, ça suppose une certaine instabilité, une certaine distance. Et nous, ce qu'on essaie de dire dans le livre, c'est que, bon, humour, ironie, pourquoi pas, ça peut être un choix des auteurs, mais il faut toujours garder notre esprit critique et prendre un peu de distance par rapport à ce métadiscours et à ce contrôle de la réception. Trahir et venger de Laëlia Véron et Karina Bivin, c'est aux éditions La Découverte, c'est absolument passionnant. Et puis on révise aussi pour le programme de français ou pour les programmes du lycée, parce qu'on croise quand même plein d'auteurs qui sont des auteurs qu'on lit quand on est à l'école. Annie Ernaux évidemment, mais pas seulement. Restez avec nous si vous le voulez bien, on va pousser les portes de la librairie de Célie Luton. Merci beaucoup, cher Brandon. La librairie.
Ils approchent les Jeux Olympiques et Paralympiques, ils sont absolument partout et notamment sur les étagères des libraires. Célie, bonjour. Bonjour Emmanuel. On pousse les portes de votre librairie comme chaque semaine. Oui. Aujourd'hui, vous nous avez mitonné une première sélection spéciale JO. Je dis première parce qu'il y en aura d'autres. Il y en a d'autres, là on s'entraîne. On s'entraîne, voilà. Ok. On commence doucement. Entraînement avec sur le podium, le Mammouth Helmut joue au foot, F-O-U-T-H, de Valriel et Héloïse Auger. C'est un album... Mais c'est mignon. Chez Circonflexe, bah oui, c'est mignon. Oui, chez Circonflexe. Et c'est l'histoire de Helmut. Il est adorable, vraiment, mais il n'a pas beaucoup de copains. Ah bon. Voilà. Donc papa et maman, pour lui donner une vie sociale, vont l'inscrire au foot. Papa et maman, Mamamout et Papapout. Oui. Et je lu. C'est mignon, ça, c'est mignon. C'est super mignon. Et je montre parce qu'il y a plein de tendresse quand même dans ces dessins. C'est le crayonné qui est vraiment très très chouette. Et il va essayer, mais il aime pas ça. Il aime pas. Il va tenter. Mais à la fin, il va dire non, c'est pas pour moi. Je veux bien faire du sport, pas celui-là, et j'ai une autre passion. Et vous voulez pas la dire, l'autre passion, alors? Non, bah non. Bon, mais en tout cas, c'est un livre qui invite les enfants de quel âge? 4-5 ans? 4-5 ans, parce que l'histoire est un peu longue pour une petite année de maternelle. Mais c'est adorable, parce qu'on va comprendre qu'est-ce que c'est un sport d'équipe. Et surtout, on va se dire, j'ai le droit de ne pas aimer. C'est pas grave. Et j'ai le droit de choisir. Voilà. Et c'est chouette quand je choisis. Oui. Deuxième proposition, Chien pourri. Qu'est-ce qu'on aime Chien pourri ici? Chien pourri aux Jeux Olympiques. Cola Gutmann et Marc Boutavant. Marc Boutavant qu'on avait d'ailleurs reçu sur le plateau de la Quotidienne l'année dernière. Là, on y retourne avec Chien pourri et Chaplapla. Évidemment, nos Jeux Olympiques sont beaucoup plus fun. Ça va être les Jojo Olympiques pour Jojo et Josette. Parce que elle n'est pas fun, leur vie en ce moment. Papa est grognon, maman n'est plus là. Une sombre histoire de douche. Elle avait trop de pression. Ouch. Donc voilà, pour remonter le moral de leurs amis, ils vont inventer les Jojo Olympiques. Qui sera les moins pourri qui va tomber dans le caniveau? C'est parti pour du tennis de vieille table, du foot babal, et c'est drôlissime. Et on se marre comme d'habitude. Oui. Il y a les dessins qui sont toujours aussi amusants. Unique. Le dessin de Marc Boutavant, vous voyez une illustration, on sait que c'est lui. Oui. Et on rigole déjà. Toujours. Beaucoup de tendresse aussi plus âgée là pour les... CE2, il faut que la méthode soit parfaitement acquise pour lire. La lecture soit acquise. Il y a du second degré, il y a des jeux de mots. Voilà. On va éviter de perdre les jeunes lecteurs. Et on termine chez Albin Michel, donc j'imagine qu'on va être en jeune adulte, c'est la collection Lit, avec Les Olympes, 8 destins exceptionnels de femmes qui ont transformé le monde du sport. Oui, alors là, c'est un collectif d'écrivains et d'écrivaines sous la direction de Carole Trébor qui ont fait 8 portraits de femmes, des athlètes. Elles ont marqué l'histoire de leur sport. On va partir dans le tennis avec Serena Williams, ou alors avec, et moi ça c'est vraiment ma préférée, le foot avec Mégane Rapinoe qui a fait les très très belles heures de l'Olympique lyonnais chez les filles. Elle a même été Ballon d'Or. Et on est axé sur un événement qui a marqué la carrière donc de l'athlète. Pour Mégane, c'est le jour où elle a mis le genou à terre pendant l'hymne américain. Et vous savez que c'était un moment fondamental. Ça, on a fait une porte-parole de la... Oui, parce qu'elle a été quand même blacklistée de son équipe, mais elle avait une telle popularité parce que c'est une femme qui a très tôt assumé son homosexualité, et elle a même déclaré, c'est Sylvain Pathieu qui le redit dans le portrait qu'il fait d'elle, aimer est déjà un acte militant. Et puisque vous le citez, Sylvain Pathieu, il y a plein d'auteurs qu'on a déjà reçus là-dedans, dis donc. Mathieu Palin, Valentine Gobi, Caroline Solé, Carole Trébor, Jovitek. C'est ça, les grandes athlètes de l'écriture. Les grandes athlètes de l'écriture et les grands athlètes de l'écriture au service de ces Olympes chez Albin Michel, collection Lit. Merci beaucoup, Célie. Laëlia Véron, merci de nous avoir accompagnés dans cette émission. Vous signez avec Harry Dabivin, Trahir et Venger à la découverte. Dans le corpus que vous citez, il y a comme ça un écrivain, une écrivaine plutôt accessible pour les ados, grands ados, à laquelle vous penseriez, en dehors d'Annie Ernaux, qu'on lit à l'école? Oui. Eh bien, effectivement, il y a Aurélie Valonne qui est très populaire parmi les jeunes adultes, qui écrit des romans des best-sellers feel good, pardon. Et justement, c'est un exemple intéressant qui montre à quel point le récit de transfuge se déplace dans d'autres types de discours, et elle se réclame d'Annie Ernaux, même si elle a une perspective assez différente. Merci beaucoup et merci de nous avoir accompagnés dans cette émission. Laëlia Véron, merci Célie, merci aussi à toute l'équipe de l'émission, Laure Audemont au maquillage, Marine Plantec qui a préparé cette émission avec Pénélope Day, et qui sont en régie avec Thibaut Goury-Lafont au son, Angèle Jean Girard à la réalisation. Vous restez sur School TV, sauf si c'est pour ouvrir un bon bouquin, et encore vous revenez après. Et vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.